première partie qui va tourner autour des dernières innovations qu'on a sur la partie studio de développement, que beaucoup de personnes connaissent. Donc, on est en version 8 et on va vous montrer un petit peu aussi pourquoi il faut vraiment basculer sur la version 8. Il y aura un petit quiz aussi qui sera proposé à la fin de cette première partie. Ensuite, il y a une deuxième partie qui va concerner les innovations autour de Data Inventory. Alors, notamment des choses qui sont aujourd'hui en mode bêta, mais qui vont être mises à disposition de nos clients. D'ailleurs, certains clients l'ont déjà activé, l'ont déjà testé, l'ont déjà poké, voire même ont déjà fait l'acquisition. Sur Data Inventory, c'est tout ce qui tourne autour des Data Quality Rules. Donc aujourd'hui, on est capable de faire de la qualité de données avec Data Inventory, mais là, on va pouvoir aller beaucoup plus loin parce que vous allez voir, les Data Quality Rules, c'est vraiment quelque chose qui permet de rentrer dans le cœur du dataset et de commencer à faire des analyses croisées entre les différentes colonnes, de mettre en place des règles qui peuvent être simples, voire très complexes, mais surtout avec une expérience utilisateur qui permet de donner la main pour la création des règles à des gens qui ne sont pas forcément de l'IT. Néanmoins, vous allez voir, ce référentiel de règles, il sera partagé ensuite par tout le monde, que ce soit l'IT ou que ce soit les métiers, on va pouvoir le réutiliser. Et puis, il y a une dernière partie qui va concerner toujours un petit peu dans les aspects self-service, la préparation de données, donc notamment la capacité à se connecter à un grand nombre de sources disponibles aujourd'hui, que ce soit des sources dans le cloud ou même que ce soit des sources on-premise. Il faut voir que la plateforme cloud de Talend, elle est sur très hybride, elle peut faire du 100% cloud, du 100% on-prem, mais elle peut faire aussi cet entre-deux dans lequel aujourd'hui beaucoup de clients se trouvent pour pouvoir faire soi-même donc cette préparation de données et ensuite en sortie pouvoir aller écrire ou pouvoir aller mettre à jour des datasets donc basés sur des connexions qui elles aussi peuvent être on-premise ou peuvent être dans le cloud. Camille, j'attends ton go pour démarrer la session. Allons-y. Pour la partie questions-réponses, ce qu'on a prévu, c'est qu'il y a normalement un chat, enfin même une partie questions et réponses dans le Zoom. N'hésitez pas à poser vos questions, on prendra le temps d'y répondre à la fin sur les différents topics. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, au milieu de la session, il va y avoir 3 quiz qui vont vous être proposés. Donc, n'hésitez pas à répondre. Nous, ça donnera aussi un petit peu des inputs et vos retours sur ce qui est présenté. Et on pourra en discuter à la fin. Et pour les personnes qui sont physiquement dans nos locaux, parce que c'est quelque chose qu'on aime bien faire aussi chez Talend, d'avoir ce mode hybride entre des personnes connectées à distance, on pourra continuer la discussion et vous pourrez avoir des échanges avec des gens qui sont du côté produit ou même avec nous pour des questions plus précises. Donc, je vais commencer la session par un petit texte global au niveau des legal disclosure. Donc voilà, c'est des éléments, parce que je vous présente des éléments de roadmap ou des éléments de bêta, mais je vais passer rapidement. Donc je vais te présenter rapidement. Donc Charles Clément, je suis manager de l'équipe avant-vente France, Pre-Sales, Solution Engineer. On va dire que je suis plutôt le pendant technique de vos interlocuteurs principaux qui sont les commerciaux. Donc j'ai une vision technique de la plateforme, néanmoins je connais aussi les enjeux métiers qu'on peut avoir. Et dans mon ancienne vie, j'ai mis en place des systèmes de data warehouse, des systèmes de data lake, j'ai fait de l'ESB, du MDM, donc j'ai une vision assez large, on va dire, du spectre de la data, ce qui va bien parce que c'est en phase avec la vision aussi de Talend, qui est une plateforme qui permet de répondre à beaucoup d'enjeux différents. Au niveau de l'agenda, donc pourquoi le Studio 8 ? Je vais y revenir quelques instants. On a eu des chiffres d'ailleurs qui ont été montrés lors de notre kick-off au mois de janvier avec tous les salariés de Talend. La partie Data Quality Rules avec Data Inventory et la partie Self-Service Remediation avec Data Préparation. Et pour ceux qui ont suivi les autres Parlons Data que l'on a pu faire, surtout sur les innovations, je vais essayer de remettre un petit peu dans le contexte de ce qu'on a vu parce qu'aujourd'hui, Talend, on sort des innovations tous les mois. C'est d'ailleurs une des forces du Studio 8, c'est que tous les mois, on fait des releases mensuelles dans lesquelles on a des nouvelles fonctionnalités, un nouveau connecteur. Ce qui fait qu'on n'a plus cette impression d'avoir un big bang de roadmap au début de l'année où on annonce toutes les innovations. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, il y a vraiment une continuité, un fil conducteur. Les Data Quality Rules, elles existent en fait depuis 1 an dans un des composants de notre plateforme qui s'appelle la Data Steward, qui ensuite a été activé aussi dans le studio, qui aujourd'hui est activé dans Data Inventory. Et je vous en parlerai, il sera aussi activé dans Data Préparation. Donc, bien que les nouvelles fonctionnalités soient fournies en fait mensuellement dans nos outils,
il y a vraiment une continuité, une vision globale de pouvoir les utiliser de manière transverse dans la plateforme. Donc le premier slide que je souhaite vous partager, c'est pourquoi Talend 8. Donc à la fois le studio et la TMC. Donc pour nos clients qui sont historiques, on va dire, et qui ont connu ce qu'on appelait la TAC, la Talend Administration Console. Quand vous basculez dans le monde cloud hybride de Talend, il y a eu un renommage. Donc ça s'appelle la Talend Management Console. C'est l'équivalent donc de la TAC. Le but, c'est de pouvoir gérer ses utilisateurs, ses projets, ses moteurs d'exécution, le scheduling, la planification, la remontée des logs. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que à la fois le Studio 8 et aussi cette console d'administration, c'est le meilleur produit qu'on ait jamais conçu aujourd'hui chez Talend en termes de stabilité. C'est-à-dire qu'on voit que le nombre de tickets que nous offrent nos clients a vraiment réduit sur le Studio en version 8. On a aujourd'hui un nombre quasiment équivalent de clients entre les versions 7.3 et les versions 8. Donc, on a vraiment augmenté la fiabilité du produit et aussi cette release mensuelle permet d'être beaucoup plus rapide quand on a une nouvelle demande d'un client. Besoin d'un nouveau connecteur, besoin d'une nouvelle sous-partie d'un connecteur, besoin d'un nouveau composant, besoin d'une correction. On est capable vraiment d'agir très rapidement et en plus, on peut travailler sans forcément attendre les autres éléments de la plateforme pour pouvoir avancer. Donc, au niveau de notre R&D, elle est devenue beaucoup plus agile. Un autre point aussi, c'est qu'on a de plus en plus d'utilisateurs actifs sur la partie cloud et on voit aussi une forte augmentation de ce qu'on appelle les cloud jobs. Donc, c'est-à-dire en fait, c'est des traitements qui eux sont exécutés par nos moteurs d'exécution qui sont managés par Talend, donc sur lesquels nos clients n'ont aucune maintenance à faire puisque c'est entièrement installé, paramétré, exécuté directement dans le cloud de Talend. Donc ça, on voit vraiment une augmentation. Alors pourquoi on voit cette augmentation? Il y a aujourd'hui beaucoup de projets autour de refonte de plateformes data qui sont en train de basculer d'un monde, on va dire on-prem, d'un monde qui était un peu big data on-prem vers des plateformes cloud. Donc, on va parler de Databricks, on va parler de Snowflake, on va parler de Google BigQuery, de Redshift, d'Azure Synapse. Donc on voit ce basculement. Et ce basculement, il s'accompagne aussi avec des nouvelles manières de traiter les données et donc d'essayer de déporter un maximum dans le cloud ces éléments-là pour minimiser la maintenance avec les utilisateurs. Donc nous, de toute façon, Talend, on accompagne nos clients depuis très longtemps sur le on-prem, sur ce monde hybride, sur le cloud et puis surtout sur cette transition. C'est-à-dire qu'on peut avoir encore des choses on-prem, des nouvelles plateformes que l'on souhaite mettre dans le cloud. Il faut pouvoir accompagner ce mouvement et ça, c'est vraiment le positionnement de Talend. Alors forcément, qui dit cloud dit donc ces releases mensuelles. Et ça aussi, c'est des choses qu'on voulait remettre en avant. Donc, c'est des choses qui existent aujourd'hui dans notre plateforme. C'est ces mises à jour. Ça a été quelque chose de bien identifié chez nos clients quand ils étaient on-prem. Quand on devait faire une mise à jour de la plateforme, ça pouvait être compliqué, ça pouvait prendre du temps. Aujourd'hui, vraiment, ce qu'on est capable de faire, c'est depuis cette console d'administration, c'est de pousser en fait les nouvelles releases auprès de tous les développeurs du studio. Donc en fait, on peut configurer depuis le cloud les dernières features, les dernières releases. On peut choisir aussi ce qu'on souhaite installer parce que ça peut se comprendre aussi que certaines releases ne sont pas nécessaires pour certains clients. Il n'y a pas d'innovation qui le concerne directement. Il n'a pas forcément envie de toucher son parc de studio qui est déjà installé. Et donc dans ces cas-là, il n'a pas effectué la mise à jour. Donc vous allez pouvoir faire du paramétrage. Un autre point aussi qui est important, c'est que, vous le savez, le studio de développement, il est rattaché derrière à un élément un peu technique pour gérer le référentiel des développements, qui s'appelle un Git. Ça permet de faire des choses très bien derrière, tout ce qui est de l'automatisation, des chaînes d'intégration continue, de déploiement continu. Quand on monte de version, on a aussi intégré maintenant des éléments de test pour pouvoir aussi tester cette montée de version de manière beaucoup plus automatique. Ça aussi, c'était des clients qui nous l'avaient fait remarquer. Voilà, quand on monte de version, il y a des tests techniques, il y a des tests fonctionnels. Est-ce qu'on pourrait quand même un peu plus automatiser les tests techniques, avoir des rapports de migration? Et donc ça fait partie des éléments qui ont été mis au niveau du studio et au niveau de notre console d'administration pour pouvoir tester en fait ces différents éléments. Donc on a maintenant des systèmes de snapshot, on peut tester en amont. Dès que les tests techniques ont été faits, on peut basculer ensuite en production pour pouvoir faire cette montée de version. Donc ça permet d'accompagner justement ces releases mensuelles et ce besoin aujourd'hui d'être toujours au plus près des dernières innovations que peut proposer Talend. Autre point, qui dit cloud, dit aussi aujourd'hui de plus en plus de sécurité. Donc on a augmenté la sécurité du studio aussi avec des systèmes de single sign-on
Aujourd'hui, quand on se connecte à Talend Studio, on peut activer un single sign-on, voire même on peut demander une authentification en passant par la plateforme cloud de Talend. Ça aussi, c'était des éléments qui sont importants aujourd'hui en termes de sécurité. Bon, il faut voir qu'on est certifié ISO 27001, qu'on remplit chaque année des audits de sécurité. C'est très important pour nos clients. On continue à avoir des équipes dédiées là-dessus. C'est vraiment très important, soit pour le monde on-prem, mais encore plus pour le monde hybride et le monde cloud. C'est vraiment quelque chose sur lequel on va continuer à investir énormément pour s'assurer de la sécurité au maximum de nos clients. Dernier élément qui m'a été fourni lundi matin. Donc, au niveau du studio, on va avoir aussi, alors ça peut paraître pas grand-chose, mais croyez-moi, j'ai pu le tester et ça a potentiellement changé la vie de pas mal de développeurs. Donc, on va avoir un nouveau composant pour toutes les connexions, donc HTTP, en fait, toutes les connexions à des API REST classiques, des API OData, et puis toutes les nouvelles typologies d'API qui pourraient arriver dans le futur. Donc, on a repensé ce socle-là dans le studio de développement. Et ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est qu'on pense aussi studio de développement qui est un client lourd, mais on pense aussi toutes les applications cloud. Aujourd'hui, quand Talend sort un nouveau connecteur ou un nouveau composant dans sa plateforme, il est pensé pour fonctionner dans les deux mondes. Donc, ce composant qui a été fourni pour le studio va être aussi réutilisé dans les applications cloud. Quand Data Inventory veut se connecter à une API, c'est ce composant qu'on va utiliser. Quand dans Pipeline Designer, on va vouloir se connecter à une API, c'est ce composant-là aussi qu'on va utiliser. Donc, ce composant, il intègre beaucoup plus d'éléments de sécurité au niveau des authentifications. Il va permettre aussi de beaucoup plus facilement interroger des API, de découvrir la structure et les métadatas de l'API avec les différentes colonnes ou champs qui peut contenir une API. On va pouvoir aller filtrer au milieu de ces champs-là pour aller chercher seulement des sous-valeurs. On va pouvoir réutiliser une partie des réponses de cette API pour refaire un autre appel à une API. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant, qui va permettre aussi de fusionner un certain nombre de composants d'appel à API qu'on avait dans le studio. Et un point important que le product manager m'a signifié, c'est un nouveau composant. Les composants existants, parce qu'il y a des clients qui ont fait des choses extraordinaires, on va dire, par appel API, ne sera pas modifié. Donc là, c'est vraiment un nouveau composant. Donc pour vos nouveaux développements, vous pouvez les utiliser. Il va être en release mensuel, donc c'est-à-dire que entre Q2, donc on va dire juin pour pas trop se mouiller côté produit pour le mois de juin, on va pouvoir en fait télécharger ce nouveau composant et l'utiliser dans le studio. Donc avec ce qu'on appelle le feature manager dans le studio, c'est ce qui permet de télécharger les dernières nouveautés et de pouvoir le sélectionner. Alors on va pouvoir lancer un petit quiz. Merci Camille. Alors moi je le vois bien sur mon écran. Donc c'est une question, c'est avez-vous déjà fait votre migration vers Talend Studio 8, donc globalement vers la version 8. Donc un chiffre que m'ont communiqué les product managers, c'est qu'aujourd'hui on a une quasi-égalité entre des clients qui sont passés sur la version 8 de Talend et des clients qui sont passés en version 7.3. J'ai un énorme doute sur la date parce que je l'avais noté, mais je ne peux pas le voir dans mes notes, sur la date de sortie de la version 8, mais qui remonte déjà au moins 11 novembre 2021. Merci, novembre 2021. Donc ça fait déjà un certain moment que cette version est sortie et voilà, je pense que d'ici la fin Q2 ou Q3, pour juin ou juillet, on devra avoir une majorité de clients qui sont basculés en version 8. Et une partie qui restera en 7.3, hein, qui est quand même une version antérieure, mais qui est une version assez proche. Ouais. On voit les résultats sur les participants. Déjà, on a un beau courant de réponse. On a 100% des personnes qui ont répondu. Donc, un peu plus de personnes qui n'ont pas encore fait leur migration vers Talend 8. Je vous invite vraiment à prendre contact et n'hésitez pas à prendre contact, alors soit avec tous nos partenaires intégrateurs hein, qui sont formés, certifiés pour pouvoir vous aider à basculer vers cette version 8, ou directement aussi avec nos équipes Professional Services pour vous accompagner vers cette version 8. Ils pourront vous donner les bonnes pratiques, vous aider à paramétrer aussi les innovations, les nouveautés qui sont intéressantes. Alors, les Data Quality Rules avec Data Inventory. Donc, Data Inventory, donc pour ceux qui ne connaissent pas,
L'idée ou l'essence de Data Inventory, c'est d'avoir une application qui soit très simple d'utilisation dans le web, managée et pilotée par Talend, et qui permette de faire le listing de tous les datasets qui peuvent être utilisés au sein de votre organisation. Ces datasets, ils peuvent être dans des bases qui sont on-prem, historiques, Oracle, MS SQL, des choses qui sont dans le cloud, des connecteurs un petit peu orientés à application SaaS, type Salesforce, mais aussi type Box, par exemple. On en a un certain nombre. Donc, de pouvoir se connecter à énormément de choses. Et le but de cet outil, c'est de se dire, une fois que je me suis connecté à un dataset, automatiquement, je vais le découvrir. Je vais trouver les différentes colonnes. Je vais pouvoir indiquer sur chacune des colonnes ou même découvrir sur chacune des colonnes quelle est la typologie de données que j'ai à l'intérieur. Est-ce que j'ai une adresse email? Est-ce que j'ai un numéro de téléphone? Est-ce que j'ai un axe géographique, une région, un département? Et donc de typer, ce qu'on appelle typer sémantiquement, c'est de dire cette colonne qui contient une date, qui contient une adresse email avec un nom de champ technique parfois un peu barbare, on puisse lui dire sémantiquement c'est une adresse email, c'est un numéro de téléphone. Une fois qu'il a fait ce travail-là de découverte, il va pouvoir commencer à calculer des scores de qualité. Et donc surtout calculer pour chacune des colonnes les scores. Et une fois qu'on a fait ce calcul au niveau détaillé de chacun des champs, on va pouvoir commencer à regrouper ces calculs-là pour dire, tiens, au niveau d'un dataset, quelle est la qualité? Et donc ça, c'est la notion de trust score qui ne se base pas uniquement sur la qualité intrinsèque du dataset. Il va aussi se baser sur la capacité de ce dataset à avoir été échangé, à avoir été documenté, à avoir utilisé justement par des applications de self-service comme Data Préparation ou utilisé dans un flux comme Pipeline Designer. Est-ce qu'il a été partagé? Est-ce qu'il a été aussi noté? Donc ça, c'est vraiment un indicateur qui va essayer de prendre un large spectre d'informations, même s'il prend en compte des indicateurs assez classiques que l'on a en data quality sur la complétude, la validité. Donc ça c'est déjà présent depuis un certain moment sur notre plateforme cloud, mais on a continué à augmenter le niveau de finesse que l'on peut avoir avec justement des data quality rules. Alors là, ça c'est un changement, on va dire, beaucoup plus profond quand on fait de l'analyse de qualité de données. C'est de se dire que sur un dataset, on peut faire des choses en découverte automatique, mais on a aussi besoin des gens du métier. Alors, des data owners, des data stewards, des gens qui ont quand même une appétence pour la data, mais qui sont rattachés à des services marketing, à des services RH, à des services commerciaux, et qui sont capables de définir des règles. Et quand je dis définir des règles de qualité, c'est ne pas prendre en compte les éléments techniques, c'est dire, écoutez, si dans ce champ ou dans cette notion métier, j'ai cette valeur, alors dans cette autre notion métier, je dois avoir cette valeur-là. Ou sinon, je dois avoir cette valeur-là. Une règle très simple là, que je viens de vous exposer. Donc, ils vont pouvoir indiquer ces règles. Et donc, ensuite, ces règles, ils vont pouvoir les utiliser dans Data Inventory. Ils vont pouvoir les utiliser aussi, pas eux-mêmes, mais des développeurs vont pouvoir réutiliser ces règles dans un studio de développement pour pouvoir mettre en rejet un certain nombre de lignes dans un dataset. Et ensuite, ça pourra être utilisé dans d'autres parties de notre plateforme. Et donc, quand on va mettre en place ces règles, on va les associer ensuite à un dataset. Et donc, on va recalculer encore le niveau de qualité en ayant appliqué cette règle sur le dataset. Et ça va justement faire très souvent encore infléchir le score de qualité qui était déjà présent parce que les règles sont souvent bien plus précises dans les valeurs qui sont attendues et dans ce qu'on appelle du cross-colonne, c'est-à-dire qu'on commence à regarder entre différentes colonnes le niveau de qualité qu'on peut avoir. Donc, on peut le faire sur un dataset et je vais y venir tout de suite. Ça, je vous montre quelques imprimes écran, mais je pense que le mieux, c'est que je puisse basculer directement sur une présentation dans l'outil. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter directement à Talend Cloud. Donc, ça, c'est l'écran d'accueil de notre plateforme cloud sur laquelle on va trouver toutes nos différentes applications. Alors, bien évidemment, moi, je suis chez Talend, j'ai accès à absolument tout. Quand on est un utilisateur qui a besoin d'accéder uniquement à Data Inventory, il y a tous les éléments de paramétrage dans la console d'administration pour n'afficher en fait que les menus qui sont importants pour l'utilisateur. Donc, si je me connecte à Data Inventory, je vais arriver d'abord sur un premier élément, donc qui est cette fameuse Data Console. Cette Data Console, qu'est-ce qu'elle me dit? Que j'ai 113 datasets aujourd'hui indexés dans Data Inventory, donc j'aurais pu en indexer beaucoup plus. Et là, j'ai un score qui est vraiment global sur la totalité de mes datasets. J'ai ici, maintenant, cette partie Data Quality Rules. Donc là, en fait, sur un nombre réduit de datasets, parce que je ne l'ai pas encore fait pour tous mes datasets,
j'ai le niveau de mes règles, donc de mes data quality rules. Ici, j'ai un contrôle activité, alors qui est préfixé avec CC parce que je m'appelle Charles Clément, donc c'est pour ça que je le fais. Et qui peut me dire d'ailleurs sur quel dataset cette règle a été activée. Donc, elle a été activée sur un dataset qui s'appelle Parlons Data, qui est notre session d'aujourd'hui. On a tout un tas d'autres informations sur cette console d'accueil, la popularité globale des datasets, le niveau de certification des datasets, des datasets qui pourraient être en attente justement de certification. Là, j'ai un dataset qui s'appelle Unique Customer, où on attend une certification de la part d'un steward, et puis tout un tas d'autres indicateurs. Donc, ça permet vraiment d'avoir une vue globale sur les 7 derniers jours ou bien sur les 90 derniers jours. Si je rentre un peu plus en détail maintenant dans un dataset, je vais prendre un dataset comme celui du Parlons Data par exemple, et je vais pouvoir avoir une vue. Alors là ici, je l'ai créé il n'y a pas très longtemps, j'ai commencé à travailler un petit peu sur le niveau de qualité. Je suis en train de faire du travail dessus, je vais vous montrer un autre dataset que j'ai travaillé depuis un petit peu plus longtemps. La particularité de ce dataset, c'est qu'il est basé sur Snowflake. Et la particularité qu'on a avec Data Inventory, c'est que quand on est connecté à Snowflake, les indicateurs de qualité ne sont pas calculés par Talend, ils sont calculés par Snowflake. En fait, Talend envoie les instructions à Snowflake pour que Snowflake fasse les calculs. On utilise le compute de Snowflake. Quand on a une table de 400 millions de lignes, il vaut mieux utiliser le sous-jacent pour faire procéder au calcul. Et donc là, ici, je suis connecté directement à Snowflake et nativement, en fait, je peux faire le calcul du trust score. Donc, si je regarde le sample de mon dataset, ici, j'ai quelques éléments de valeur. Donc, j'ai toute la colonne ID. Juste pour vous donner voilà, le nombre de valeurs que j'ai fait en sorte de dépasser juste les 10 000 enregistrements. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on n'est pas connecté à Snowflake, pour tous les autres types de datasets, on se limite à un sample de 10 000 lignes. Quand on est avec Snowflake, on peut avoir un sample qui peut aller bien au-delà. Donc là, ici, j'ai 11 832 valeurs. Et ici, si on prend cette colonne, donc qui est le type de client en fait que j'ai dans Salesforce, on voit qu'ici j'ai une data quality rules. Alors, cette data quality rules, d'où elle vient? Je vais rebasculer sur un écran juste avant. Elle vient ici de ce menu qui s'appelle Data Quality Rules, qui est un menu qui est transverse en fait dans notre plateforme aujourd'hui. Ce Data Quality Rules est un référentiel propre qui peut être appelé par API et donc du coup qui peut être appelé par nos propres produits, par le studio, par le biais d'un composant et bien évidemment par n'importe quelle autre solution à partir du moment où on s'est communiqué avec une API. Et donc ici, j'ai les différentes Data Quality Rules. Donc je vais avoir des règles qui peuvent être assez simples. Par exemple, ici, je vais lui donner un nom, je vais donner une description, et puis je vais commencer en fait à faire ma règle. Donc là, ici, ma règle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle me dit que si mon client il est actif donc, et que la valeur est égale à yes, ça veut dire que mon type de client, ça doit être soit un prospect, soit un customer direct. Je ne peux pas avoir d'autres valeurs attendues, alors que je peux avoir d'autres valeurs pour mes types de clients. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est à vous vraiment de créer votre règle. Et donc ici, en fait, on va être dans un mode où on est graphique. On doit rentrer le nom. Alors, c'est pour ça que je vous dis qu'on doit se détacher des noms des colonnes, des noms des datasets. Là, c'est vraiment le métier qui va dire, je vais créer une variable qui pourrait être, je ne sais pas, le type de client. Donc ça, c'est vraiment eux qui vont le mettre. On va pouvoir sélectionner des opérateurs. C'est nul, c'est plein. Ça commence, ça match avec une regex. Si mon utilisateur un peu métier, c'est utiliser une regex. C'est égal à quelque chose. Donc ici, on va avoir tout un tas de listes de valeurs qui peuvent être présents et qu'on peut utiliser pour faire nos différentes analyses. Donc, on a tout ce qui va tourner autour des booléens. On va tourner aussi autour de ce qui peut être des ressemblances. Donc, si le type de client est OK, par exemple, ça, c'est la valeur attendue, alors on va passer à une autre valeur, une autre variable, sur laquelle on va pouvoir sélectionner aussi un opérateur. Et on va pouvoir comme ça construire nos règles et les mettre au fur et à mesure. Donc, c'est moi. J'ai juste une question. Comment on va référencer le type de client? Alors, je vais y venir après, parce qu'effectivement, il va y avoir un matching où il va falloir dire, attendez, entre le nom que le métier m'a défini, il va falloir que je le fasse matcher ensuite avec les différentes colonnes de mon dataset. D'accord. Ça, je vais y venir. Il y a d'abord une phase, effectivement, de création de règles. Si on prend aussi des règles autour, par exemple, de l'opt-in, ça peut être des choses que l'on peut avoir besoin de faire sur Salesforce.
Si ce qu'on ne sait pas encore, on sait qu'on va avoir un champ opt-in, opt-in underscore C, opt-in ou opt underscore in. On ne sait pas encore la valeur du nom du champ technique. Par contre, on sait que la valeur, elle doit être à faux. Et donc, si la valeur, elle est à faux dans un opt-in, l'email, le phone, le mobile phone, le home phone, le fax, l'other phone, ça doit être complètement vide. Et donc, on a cette capacité de référentiel de règles. Autre chose aussi, je vous disais que ces règles-là, elles peuvent être utilisées partout. Moi, j'ai un client qui m'a demandé de mettre en place un web service pour faire des contrôles de factures, avec des contrôles de montant de TVA. Il fallait contrôler la structure, il fallait prendre cette facture, la mettre dans un bucket S3 dans le cloud. J'ai pu utiliser aussi un mode code, en fait, un mode avancé. Donc, si on a besoin de faire des choses avancées, en fait, on a un langage qui permet de faire des règles très, très, très complexes, là pour le coup, et qu'on peut réutiliser aussi dans les différents endroits de notre plateforme. Donc, le mode avancé, là, c'est un utilisateur métier qui a vraiment une règle complexe. Il peut demander l'appui de quelqu'un qui a un peu plus de data engineer pour pouvoir la formaliser. Néanmoins, le langage, pour avoir fait un autre cas de client, quelqu'un qui maîtrise bien Excel, il est capable d'utiliser ce langage. Ça reste des ifs and else, des cases, des choses avec des virgules, des parenthèses et des valeurs. Donc, c'est quand même quelque chose qui est utilisable facilement. Mais ça ressemble un peu aux règles de validation de Salesforce. C'est possible. Alors, je ne connais pas le langage de... Ouais. D'accord. Eh ben, effectivement, de toute façon, voilà, c'est des choses qui permettent d'avoir un langage pour déclarer des règles. Et donc, effectivement, si je retourne dans mon dataset, ici, là, j'ai déjà activé ma règle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la supprimer et que je vais aller la réactiver. Donc, à chaque fois qu'on va supprimer et recréer des règles, vous avez vu, il y a un petit bouton qui s'appelle Apply Change. Alors, j'aurais peut-être pas dû cliquer dessus. Donc, à partir du moment où, en fait, j'applique le changement, il va recalculer le score de qualité. Donc là, vous allez voir, j'étais à 4,2 et on va voir que là, justement, mon score de qualité, il va augmenter parce que je viens de supprimer une règle. Ce qu'il ne faut pas faire normalement. Il faut plutôt continuer à mettre des règles et continuer à les appliquer. Je ne vais pas passer sur les logs côté Snowflake, si on veut rentrer un peu dans des aspects plus techniques. En fait, là, côté Snowflake, c'est en train de calculer. Et alors, un élément important, les scores de qualité, ils sont calculés au niveau des colonnes. Les data quality rules, elles sont poussées aussi côté Snowflake. Et Snowflake, là, il est en train de procéder au calcul. Alors, techniquement, si ça vous intéresse, c'est ce qu'on appelle des user-defined functions. Donc, on est capable de pousser des choses très complexes côté Snowflake pour qu'ils puissent procéder au calcul. Donc, des règles basiques, ifs and else, on va dire, c'est des choses simples. Quand vous allez faire des règles beaucoup plus complexes, ou bien des règles avec du code un petit peu customisé, là, pour aller processer ça en SQL, ça peut être compliqué, voire même, il n'y a pas d'équivalent SQL. Donc, avec Snowflake, on sera capable de faire ce push-down et de lui demander de calculer les différents éléments. Alors, bien évidemment, on commence avec Snowflake. Il y a d'autres cloud data warehouse qui existent sur le marché, Google BigQuery, AWS Redshift, ou des choses aussi qui existent côté Azure. Donc voilà, c'est des choses aussi qu'on va vouloir étendre à la plateforme. Nous, on veut vraiment se poser aussi comme une couche un petit peu sémantique au-dessus de tous ces cloud providers, au-dessus de toutes ces puissances de calcul, afin de pouvoir faire ces calculs-là, ces analyses sur les différentes databases. Donc là, je suis en train, j'ai mon nouveau sample, il est en train de récupérer les indicateurs de qualité depuis Snowflake, et donc là, il m'a recalculé ma nouvelle valeur. Donc là, vous voyez, je suis passé à 1,9. Ici, sur ma colonne, je n'ai plus de règle de qualité. Donc si je reprends cette colonne et que j'applique ma règle, ici, on va me demander de retrouver la règle que j'ai déclarée précédemment. Donc là, ici, j'ai accès à la liste de toutes les règles. Et en fait, c'est à ce moment-là que je vais devoir faire le matching. C'est-à-dire que quelque part, quelqu'un du métier ou un data owner ou un data steward m'a dit, voilà, il faut que tu trouves un champ qui s'appelle client actif. Donc, ça va être à moi de trouver, de trouver ça techniquement dans Salesforce. Donc, techniquement, dans Salesforce, le champ, il s'appelle active __ C. Donc, ça, c'est à moi de faire le matching. Et ensuite, ici, le type de client. Donc, c'est à moi de trouver aussi le type de client. Alors, dans Salesforce, il s'appelle type. Vu que c'est en fait à chaque fois les deux mêmes champs que je dois trouver, il me le complète automatiquement. Et une fois que c'est fait, je peux valider et donc appliquer mon changement. Et là, à partir du moment où je vais appliquer mon changement, et ben là aussi, il va repartir dans un calcul. Pourquoi il y a ce bouton appliquer le changement? Parce que souvent, j'ai plusieurs règles à faire. Je peux avoir aussi des types sémantiques à changer. Donc, il vaut mieux prendre son dataset, faire les 2-3 changements, ajouter les règles et puis redemander un calcul côté Snowflake pour qu'il puisse réactiver les opérations.
Et donc là aussi, on va voir justement mon score de qualité qui va prendre un petit coup parce qu'il va repasculer à, je crois, 4,2. Et ça, c'est seulement sur un seul champ, en fait, que ça s'est appliqué, cette règle-là. Donc, je pense que vous imaginez le potentiel qu'il y a en termes de règles de qualité de données qu'on peut avoir au sein d'une organisation. Vous allez pouvoir donc les centraliser dans ce Data Quality Rules repository et vous allez pouvoir les utiliser sur un dataset, mais en fait sur même plusieurs datasets. Il n'y aura absolument aucun problème là-dessus. Autre indication, vous avez la data console donc, qui est présente ici, qui vous donne une overview. Tout ce que vous voyez à l'écran, on peut l'appeler par API. C'est-à-dire que si vous voulez récupérer des métriques, le chiffre qui est présent ici, les niveaux de qualité qui sont présents à ces différents endroits, vous pouvez tout récupérer par API. Talend dispose d'un nouveau portail API qui est important. Je vais faire une petite digression là-dessus, mais je pense que c'est important de bien le connaître. Ce portail-là, il est accessible depuis la documentation et il vous permet d'avoir toute la documentation de Talend. Et juste un point, ce portail, il a été créé avec une de nos solutions qui s'appelle API Designer. C'est-à-dire que notre R&D utilise nos propres produits pour pouvoir mettre à disposition de la documentation publique auprès de nos clients. Ça nous permet aussi de tester de manière assez avancée nos produits. Donc, toutes les API de Talend sont disponibles ici. Donc, tous les indicateurs que vous voyez, toutes les choses que vous voyez sur les différents datasets est disponible aussi par API. Tous les boutons pour, par exemple, rafraîchir tous les samples, tous ces éléments-là sont disponibles aussi par API. Alors, 9h18, je vais rebasculer sur la partie slide. Et donc là, on va avoir un petit quiz. Une question, je pense. Alors ouais, ce que je vais faire pour les questions, alors j'ai vu qu'il y avait des questions qui arrivaient dans le chat tout doucement. Je vais prendre un petit peu de temps à la fin pour pouvoir y répondre de manière globale. Parce qu'il y aura peut-être des questions qui seront à rassembler entre elles pour pouvoir y répondre directement. Alors la question, c'est pensez-vous que des utilisateurs métiers ou certaines personnes dans des divisions métiers, type RH, marketing, finance, logistique, puissent définir leurs règles de façon autonome et après éventuellement aller les appliquer sur des datasets, ou bien pensez-vous que non, ils auront besoin forcément d'un accompagnement ou de quelqu'un de l'IT pour pouvoir définir des règles. Donc je rappelle, c'est des règles qui vont être, si cette valeur est présente dans cette colonne, alors cette valeur doit être présente dans cette colonne, et on peut comme ça imbriquer les différentes règles les unes avec les autres. Alors, il y a une seconde question du coup, Charles. Et alors oui, pardon, il y a une seconde question, merci Camille. Quelle ligne métier serait intéressée selon vous? Donc oui, on a mis les différentes lignes de métier, qui sont on va dire les plus connues pour nous. N'hésitez pas aussi à éventuellement mettre, on a prévu une case autre éventuellement. Je vais laisser encore quelques instants pour qu'un maximum de participants, on a 52% de taux de participation. Laisser encore quelques instants. Donc nous-mêmes, on peut faire cet exercice sur notre propre CRM, de commencer à mettre des règles métiers. Là, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour nos commerciaux ou même pour les avant-ventes. Je commençais à voir qu'apparemment sur la partie RH, effectivement, ça peut être aussi des règles qui sont importantes. Nous, on commence à avoir des cas d'usage de clients qui font Alors, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent avoir une data quality qui est assez centralisée par l'IT, qui est assez corp, on va dire, mais aussi une data quality qui est un petit peu décentralisée dans les métiers. Tout simplement pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, les services IT ont plus la bande passante pour pouvoir adresser tous les sujets qui leur sont demandés. Et donc, effectivement, la partie data quality rules, la partie data inventory, c'est un moyen de redonner de la responsabilité, de donner aussi des outils directement à des utilisateurs un peu plus métiers. Je trouve que ça s'inscrit bien aussi dans toutes les notions qu'on voit aujourd'hui sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, de manière générale. Tout ce qui tourne autour de data mesh, data as a product. Voilà, quand on veut valider la qualité d'un produit, quand on voit un produit en magasin, aujourd'hui dans un vrai magasin, il y a des processus de certification et de validation. Là aussi, c'est important d'avoir ce genre d'éléments pour pouvoir valider, pour pouvoir certifier que les datasets ils sont aux normes, ils sont bien qualifiés, ils puissent être distribués avec des règles de qualité qui n'ont pas été définies par la personne qui met à disposition le dataset, mais peut-être par une autre personne.
Aussi d'avoir des choses à quatre mains pour pas être juge et partie à la fois sur un dataset. Donc ça, c'est vraiment des éléments importants. Au niveau des réponses, j'arrive pas à voir, Camille, si Oui. je pense que le niveau de participants est plutôt bon. Si je dois arrêter le partage et que je peux prendre les résultats. Alors, c'est les résultats. Ok, d'accord, très bien, parfait. Donc pour la première question, hein, au niveau des utilisateurs métiers, donc plutôt un oui en majorité. Alors effectivement, j'entendais dans la salle en les accompagnant. Alors bien évidemment, hein, on va pas arriver donner ça au métier et puis débrouillez-vous. Il faut les accompagner, il faut leur expliquer la raison, pourquoi est-ce que ça a du sens d'utiliser ces règles de qualité. Et au niveau des différentes lignes métiers qui seraient intéressées, donc arrive en tête la partie RH et la partie achat. C'est finance en tête. Pardon ? Finance. Alors, excusez-moi, j'ai lu un petit peu vite. Ah oui, la partie finance, oui, effectivement, qui est largement en avance. Autant pour moi. Alors, c'est vrai qu'en plus, dans la partie finance, on sait qu'on a des gens qui ont une appétence pour la donnée, pour les fichiers Excel, justement, et aussi pour des notions de contrôle. Donc, effectivement, c'est intéressant. On va pouvoir prendre ces résultats et aller revoir certains de nos clients. Je vais faire ça. Je vais rebasculer. Je ne suis pas le timekeeper, donc je ne sais pas combien de temps il me reste. Je peux y aller. Ok. Donc sur la partie self-service data préparation, alors data préparation, c'est un outil qui existe depuis plusieurs années chez Talend, alors qui est disponible pour nos clients on-premise, qui est disponible aussi pour nos clients qui sont cloud et hybrides, avec en plus lui une particularité, c'est qu'on peut carrément l'installer dans l'infrastructure de nos clients. Pourquoi ? Parce que manipule de la donnée, et donc à partir du moment où on manipule de la donnée, il y a des clients qui ont fait le passage dans le cloud, qui se posent plus de questions, ils ont leur données dans Salesforce, leur données dans Snowflake, ils font confiance au niveau de sécurité. Il y a d'autres secteurs d'activité, c'est même pas une question de confiance, c'est une question réglementaire, une question de droit tout simplement. Ils ne peuvent pas avoir des solutions cloud SaaS qui ne sont pas hébergées dans certaines typologies de cloud providers. Donc, data préparation, on peut l'installer dans les data centers de nos clients. Donc, le but de data préparation, c'est de se connecter à un dataset et de pouvoir manipuler les colonnes, de pouvoir faire des transformations, de pouvoir supprimer une colonne, la remplacer par une autre, de pouvoir aussi aller chercher parfois un autre dataset et de faire une jointure, des choses qui sont difficiles à faire en Excel, là, qui sont vraiment simples à faire avec data préparation. Et donc, on était capable de se connecter à beaucoup de choses avec data préparation, mais ce qu'on n'était pas encore capable de faire, c'était d'écrire le résultat de cette préparation vers une cible différente d'un fichier Excel ou bien d'un fichier CSV ou bien d'un connecteur qu'on avait Tableau Software. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on a en fait tenté de mettre en œuvre, c'est une capacité à pouvoir se connecter à n'importe quelle typologie de dataset, donc dans la liste des connecteurs qui sont présents dans notre offre cloud, et de pouvoir écrire dans cette exacte liste aussi. Donc ça veut dire réécrire dans Salesforce, réécrire dans Snowflake, aller écrire dans les différentes destinations qui sont présentes aujourd'hui, ou bien Google, et de pouvoir exporter cette préparation en un simple clic. L'autre point, c'est que on choisit sa destination, donc on peut créer un dataset à la volée, on peut aller mettre à jour un dataset existant, mais quand on fait ça, on a besoin d'avoir quelque chose. On a besoin d'avoir ce qu'on appelle du mapping, donc un moyen de dire que je prends le champ qui est à gauche et que je le mets dans le champ qui est à droite, ou bien que les noms des colonnes ne sont pas tout à fait les mêmes, mais je sais que c'est bien ce champ-là que je dois basculer. Donc il fallait avoir un mappeur. Alors pour les gens aussi qui étaient présents au Parlons Data Innovation, j'avais présenté le Cloud Data Mapper qui était côté Pipeline Designer. Et donc en fait, c'est ça aussi qui est bien avec les solutions cloud, on peut vraiment réutiliser. Donc ce même mapper en fait a été réutilisé aussi pour la partie data préparation. Donc ça veut dire qu'en sortie de préparation, de data préparation, vous allez pouvoir mapper en fait votre dataset avec le dataset en destination. Donc si le dataset existe déjà et qu'il a déjà un certain nombre de colonnes, c'est vous qui allez pouvoir sélectionner le mapping que vous souhaitez faire. Si le dataset n'existe pas en sortie, vous n'aurez même pas accès à cet écran de mapping. Le dataset, il va être créé à la volée dans la nouvelle cible. Et c'est à la deuxième utilisation que vous pourrez éventuellement revenir pour refaire un mapping. Le dernier point, c'est qu'une fois qu'on a sélectionné notre mapping, on va pouvoir aussi activer les choses. Alors,
pour les gens dans la salle, ils ne le voient pas parce que c'est tout petit sur mon écran. Mais vous allez voir, on va pouvoir utiliser un moteur d'exécution pour effectuer ce transfert et cette écriture dans le dataset. Encore une fois, pour ce qui est des moteurs d'exécution qui peut être dans le cloud de Talend, moteur d'exécution qui peut être chez vous dans vos data centers. Chez Talend, vraiment, c'est dans l'ADN d'avoir ce mode hybride depuis qu'on a sorti notre plateforme cloud, de pouvoir travailler n'importe où et toujours au plus près des données. Donc, je vais vous montrer quelques écrans. Donc, la date, c'est 2023. On a accès et on a de plus en plus, en fait, dans l'offre Talend Cloud hybride, des notions de bêta. Donc, pour avoir accès à ces notions de bêta, en fait, il faut être client la plupart du temps. Certains prospects peuvent aussi y accéder s'ils le demandent de manière particulière et pour une raison particulière. Mais on peut l'activer assez facilement sur vos comptes cloud. Donc, il y a une petite notion de bêta, mais ça vous permet de tester les nouvelles fonctionnalités et de voir comment ça se réalise. Et on peut la désactiver, cette version bêta, s'il y a besoin de revenir en arrière, c'est vraiment pas un problème. Et ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, tous les mois, on peut avoir une petite nouveauté, la tester en version bêta, faire des tests avec nos clients et pouvoir continuer l'innovation. Donc, si je reprends mon dataset, donc là, je vais reprendre mon dataset Salesforce. Donc, celui-là, je le travaille un peu plus régulièrement. Donc, mes niveaux de qualité, ils fluctuent. J'essaie là de le rendre vraiment au plus haut niveau. Donc, il y a un historique, en fait, de la qualité de mon dataset qui est gardé, soit sur les 90 derniers jours, soit sur beaucoup plus. Et donc, en fait, depuis ce dataset, je peux accéder ici à des préparations de données. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer une nouvelle préparation de données pour vous donner un peu de visu sur ce dataset. C'est le même que tout à l'heure, sauf que là, je suis plugué directement sur Salesforce. Là, je ne suis pas sur Snowflake. Sur Snowflake, je fais ma réplication de données tous les jours pour pouvoir alimenter mon data warehouse. Là, je suis directement plugué sur l'application opérationnelle. Donc bon, j'ai quelques petits problèmes de qualité, notamment des erreurs de typo aussi, parce que j'ai été permissif dans mon Salesforce. J'ai pas mis des champs en liste, j'ai mis bien évidemment des champs texte libres. Donc c'est une erreur de ma part, mais donc on a des petites erreurs de ce type-là. Donc on peut ici se dire, tiens, je vais faire une préparation de données pour redresser peut-être un petit peu des numéros de téléphone, essayer de redresser différents éléments dans ma préparation. Et donc là, je vais basculer automatiquement sur la partie data préparation. Donc on voit que je suis toujours en mode bêta présent ici. Donc ça, c'est quelque chose qui a été activé de mon côté. Donc je vais pas faire une longue préparation parce que c'est pas le but de la préparation. Nos utilisateurs le connaissent. Je vois juste qu'ici, j'ai des valeurs invalides sur mes numéros de téléphone. Alors là, c'est moi qui ai défini la typologie de numéro de téléphone. Et chez moi, les numéros de téléphone, c'est l'indicateur régional, le +33, et des espaces entre chaque chiffre. Pour la lecture, je trouve ça beaucoup plus facile. Donc là, ça a été bien fait, mais il manque les espaces. Donc ici, je vais prendre une petite fonction assez simple pour les numéros de téléphone, pour les formater. Je vais demander de créer une nouvelle colonne. Et je vais les mettre à un format français standard, international. Et je vais appliquer ma transformation. Donc, une fois que ma transformation elle a été appliquée, donc ici, j'ai mon nouveau numéro de téléphone qui a été formaté avec vraiment un pattern qui est très, très bien pour tous mes éléments. Je pourrais continuer mes transformations pour en profiter pour aller aussi corriger éventuellement mon customer direct. Je vais quand même aller le chercher dans la liste déroulante parce que je peux utiliser mes types sémantiques directement pour mettre à jour une valeur de ce type-là en utilisant mes différents éléments. Je peux aller faire beaucoup d'autres opérations. Et ensuite, il y a la partie run qui est la plus importante. Donc là, j'ai mon dataset Salesforce. Et donc, je vais aller l'écrire là en destination vers un Snowflake. Donc, la destination, c'est moi qui vais pouvoir aller chercher en fait ma destination. Donc, je vais prendre le dataset qui s'appelle Parlons Data. Mon action, ça va être d'aller faire un insert. Donc, je vais aller directement insérer les données. Donc là, ici, j'ai le petit bouton de créer la table si elle n'existe pas. Mais là, en l'occurrence, j'ai déjà une table existante. Et je pourrais aussi ici carrément créer un nouveau dataset si j'en avais envie. Et donc, c'est à ce moment-là où, en fait, je vais avoir le data mapping. Parce qu'il me dit, OK, il y a une structure existante en sortie. Toi, tu as une structure existante en entrée. Il va falloir aller faire le mapping. Donc, le mappeur, il est intelligent
pour le moment, il se base sur les noms des colonnes, mais on peut aller plus loin parce que vu qu'on est capable d'analyser ce qu'il y a à l'intérieur d'une colonne, on va être capable d'analyser ce qu'il y a à l'intérieur d'une colonne à gauche, ce qu'il y a à l'intérieur d'une colonne à droite, et de faire du mapping automatiquement, non pas sur le nom des champs, mais typiquement sur les typologies de valeurs que l'on peut avoir à l'intérieur du dataset. Voilà. Et ça, c'est des choses aussi qui sont permises avec les solutions cloud. Aujourd'hui, on peut mettre de l'intelligence artificielle. On a commencé à en mettre dans la TMC. On a un Data Labs qui travaille aussi sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est un sujet énorme avec ChatGPT. Et en fait, c'est des choses que l'on peut activer au sein de nos outils. Et donc, si on reprend la partie gauche, donc ici, j'ai ma nouvelle colonne, numéro de téléphone qui est formaté. Donc là, je vais prendre aussi mon numéro de téléphone, je vais le supprimer et je vais tout simplement faire un drag and drop pour pouvoir alimenter ma nouvelle colonne. Donc là, ici, je vais prendre le numéro de téléphone formaté avec la correction que j'ai appliquée. Et ensuite, je vais cliquer sur Next et c'est là où on va me demander, alors si j'étais un utilisateur très lambda, je n'aurais même pas de questions à me poser, j'aurais uniquement un seul moteur. Là, ici, on va pouvoir me proposer différents moteurs. Est-ce que je veux le faire tourner dans un moteur cloud en utilisant du Databricks? Celui-là de moteur, il ne devrait pas encore être présent. Ou bien utiliser un moteur standard, c'est-à-dire carrément, là c'est Talend qui va le processer, un Cloud Engine, c'est carrément Talend qui le manage et qui l'utilise. Et donc là, je vais pouvoir exécuter mon traitement. Et donc là, ici, je vais avoir mon traitement qui va s'exécuter et je vais avoir une petite notification pour me dire si le traitement s'est bien passé, si le traitement s'est pas bien passé, si j'ai une erreur éventuellement de clé primaire ou bien des choses qui auraient pu s'exécuter. Donc je vais le laisser processer et puis on peut venir bien évidemment s'il y a besoin refaire tourner sa préparation, c'est-à-dire retourner dans sa préparation, rajouter un petit élément de paramétrage et puis faire retourner ensuite cette préparation. Donc ça, c'est des éléments qui sont en version bêta. On va continuer à faire des tests, on va continuer à regarder notre expérience utilisateur aussi pour peut-être simplifier les choses, mais pour pouvoir le mettre à disposition de nos clients dès que ce sera possible. Et puis en augmentant aussi le nombre de connecteurs. Les Data Quality Rules dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont présents dans Data Inventory, on va pouvoir aussi les rendre disponibles dans Data Préparation. Ça aussi, c'est des choses qu'on a bien en tête. Voilà, il y a un dernier élément, mais je n'ai pas eu le temps. Dans le studio de développement, on a le composant Data Quality Rules aussi, qui partage ce référentiel de règles. Je vous le montre rapidement. Et typiquement sur Salesforce, moi, j'ai commencé à mettre en place des règles de qualité dans le composant. Pareil, avec ce mapping à un moment ou à un autre, la variable qui est dans la règle, elle doit correspondre à un nom d'une colonne de mon dataset. Et je peux très facilement ici commencer à mettre une série de règles sur des contrôles de type de client, des contrôles de type d'industrie. Et en fonction de la règle, je mets en rejet et j'envoie vers la console de stewardship. Là, je vais demander à un data owner ou à un data steward de venir corriger la donnée. Ou bien sinon, je ne fais rien. Donc, vous voyez en fait cette continuité, quand bien même on est sur des releases qui sont mensuelles, il y a vraiment des fils rouges en termes de roadmap, une continuité, une interopérabilité en fait entre nos produits, qu'on les utilise aussi bien dans le studio que dans les applications SaaS et aussi bien on-prem qu'en cloud hybride. Et un dernier quiz, et puis après on va pouvoir passer aux questions-réponses. J'ai peut-être 4 minutes de retard, mais on peut dépasser. Alors la question c'est, dans votre organisation, quelle ligne métier aurait le plus besoin de préparer ou remédier ces données sans l'aide du service IT? Oui, parce que c'est un petit peu le but aussi. Encore une fois, les équipes IT, elles sont fortement sollicitées. On le sait aujourd'hui, les profils en plus sont parfois complexes à trouver. Donc si on peut donner une partie à des gens un peu plus du métier ou à des data owners, data stewards encore une fois, pour pouvoir eux-mêmes opérer les transformations, les modifications, et qu'ils soient autonomes aussi. Ça veut dire qu'eux, ils peuvent agir plus rapidement, faire leur transformation plus rapidement, éventuellement avoir des systèmes aussi, je le vois pas mal chez nos clients, de bac à sable, mais qui après ensuite doit devenir quelque chose qui peut tourner en production. Donc là aussi, il y a de la réutilisabilité qui est possible avec data préparation. Toutes les opérations de transformation, je peux les réutiliser en tant que recette dans un flux Talend, dans le studio. Donc, on peut demander à un utilisateur métier de faire lui-même ses propres transformations, préparations, et on peut l'industrialiser assez simplement dans le studio de développement. Et après, derrière, c'est compatible avec des chaînes d'intégration continue, la console d'administration, les ordonnanceurs externes et tous ces éléments-là. Alors,
Je vois encore la partie finance qui est loin devant. Alors, soit c'est un biais parce qu'il y a plus de gens de la finance qui est connecté aujourd'hui à notre Parlons Data, soit encore une fois, c'est des gens qui ont une plus forte appétence pour les données, pour faire des préparations par eux-mêmes. Donc, très bien, c'est noté. Nous irons les voir dans les semaines à venir. C'était tout au niveau des questions, Camille? Yes, c'est bon. On est bon. C'est parfait. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse passer à la partie questions. Donc, je vais pas arrêter le partage, parce que je vais surtout mettre cette partie-là aussi, pour juste indiquer un élément, c'est clic pour le tour et le Parlons Data. Alors, pour les questions-réponses, je les... Alors, est-ce qu'on aurait dans la salle déjà des questions? Oui. J'ai deux petites questions sur la data inventory. Oui. Tout à l'heure, vous nous avez présenté les différentes rules. Donc, ce que j'ai vu tout à l'heure, ça va servir beaucoup plus à du one-shot, ou bien c'est possible d'industrialiser le process. C'est-à-dire que je vais créer mes différentes rules aujourd'hui. Oui. Okay. Donc, je vais les appliquer. Donc, il y aura un refresh de la base qui va se faire. Est-ce que c'est quelque chose que je peux industrialiser, c'est-à-dire le faire automatiquement une fois que j'ai créé toutes mes règles? Je suppose que demain, je ne vais pas m'amuser à les recréer, puis après à appliquer, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout à fait. Alors ça, c'est un point effectivement important que j'ai peut-être pas précisé. Vous allez créer vos règles, vous allez les appliquer au dataset, et en fait, tous les soirs, Data Inventory, il fait un refresh de vos datasets, il recalcule les indicateurs de qualité pour pouvoir vous afficher justement en graphique l'historisation de votre score et de vos niveaux de qualité. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut industrialiser derrière pour pouvoir les réutiliser. Okay. Dans les éléments de roadmap aussi, on voudrait même pouvoir se dire, tiens, on a un dataset avec ces typologies de données, je te propose d'appliquer cette règle de qualité de données pour être un petit peu plus en préventif, en fait, sans que l'utilisateur ait lui-même appliqué la règle, qu'on puisse lui dire, il y a une règle qui a l'air de bien fonctionner avec ton dataset, parce que tu souhaites l'appliquer. Et effectivement, il y a le côté industrialisation. Ça, nos produits sont pensés industrialisation. On a des clients tellement gros aujourd'hui avec des process fortement complexes que quand on pense nos produits, on les pense dans le temps avec l'industrialisation. Ok. Deuxième petite question, c'est on vous crée des règles. Donc j'ai vu pourquoi vous allez rajouter des colonnes, vous allez rajouter de l'information. Où est-ce que cette information sera stockée du coup? Est-ce que je vais écrire dans ma source, ok? Ou bien il y a une sorte de buffer, il y a une sorte de stockage qui se fait directement sur votre cloud? Alors, sur notre cloud, encore une fois, pareil, tout ce que vous avez vu, on peut l'appeler par API. En fait, c'est rendu, on est en API first quand on fait du développement chez Talend. Donc, toutes les informations, quelle colonne est utilisée dans tel dataset, est-ce que je peux rajouter une description sur cette colonne ou autre? C'est des informations qu'on stocke, nous, qui sont stockées dans notre modèle de données côté Talend. Je pense qu'après l'annonce du 17 avril, j'ai un dashboard que j'ai fait avec Click où je récupère toutes les métadatas et où justement j'affiche encore plus d'informations que ce qu'on voit dans les consoles parce qu'il y a un modèle de données derrière qui est énorme, dans lequel on a plein de métadatas et on peut récupérer des informations. Donc si vous voulez, pour une règle particulière, voir sur quelle colonne c'est appliqué, quel dataset c'est appliqué, c'est des choses aujourd'hui que je suis capable de vous montrer avec un outil de DataVis qui n'est pas encore présent dans notre outil nativement pour les utilisateurs métiers. Et si vous avez besoin de monitoring, supervision sur ces data quality rules, quel dataset c'est appliqué, quel niveau de qualité, l'historiser, toutes ces métadatas sont stockées dans notre cloud aujourd'hui déjà. C'est juste qu'on n'a pas encore fourni les services qui peuvent aller par-dessus. Donc, si vous voulez vous les interroger avec vos outils de DataVis, vous pouvez le faire. C'est assez simple en plus. Elles sont documentées, nos API, pour le faire. Dernière petite question, ça va être sur la volumétrie des performances. Donc, tout à l'heure, on nous avait parlé de 10 000 lignes. Okay, donc, en gros, je peux juste analyser plus de 10 000 lignes si je suis sur Snowflake, moins de 10 000 lignes sur un autre usage. Donc, du coup, imaginons par exemple, moi, je travaille par exemple sur un RCU. Okay, j'ai 80 millions de clients et je veux analyser ma qualité de données. Qu'est-ce que vous proposez comme solution? Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, ce que je vous dirais de faire, c'est si vous êtes sur un RCU, typiquement avec des données qui seraient sur Salesforce et que vous avez de toute façon très souvent un data lake ou un système décisionnel derrière qui va récupérer ces données-là pour faire de l'analyse, de plutôt prendre comme source la base de données, parce que la base de données, c'est SQL et derrière, il y a un sous-jacent de processing. Plutôt Snowflake aujourd'hui, même si je vous le dis, demain, on est en train de travailler pour pouvoir avoir d'autres bases, Google BigQuery, Redshift, Amazon, et puis une fois que ce sera fait, de pouvoir aussi le faire sur du MS SQL ou de l'Oracle un peu plus classique. Donc aujourd'hui, je vous conseillerais plutôt, et c'est ce qu'a fait un de nos premiers clients en faisant l'acquisition de Data Inventory, qui avait de toute façon répliqué toutes ces données sur Snowflake, donc les données de Salesforce, c'est compte, et il y avait plus que 80 millions d'enregistrements.
Donc, du coup, on l'a processé comme ça, en natif sur Snowflake. Alors, ensuite, un élément, c'est que le sample que je vous ai montré, on peut faire un random sample. Pour le moment, c'est limité à 10 000 enregistrements. Je ne peux pas vous en parler aujourd'hui. Et on a des choses dans les cartons pour faire sauter cette limite. Et en gros, pour faire en sorte que cette limite, ce soit vous qui puissiez la fixer. En ayant un autre challenge, c'est qu'il faut que ce sample ne soit plus stocké chez nous, mais qu'il soit stocké chez vous. Donc, voilà. On a des choses qui tournent autour de ça, qu'on est en train de travailler pour pouvoir faire sauter ces limites, justement. Et d'ailleurs, que ce soit du Snowflake ou demain, que ce soit du Salesforce ou que ce soit même des choses, data, typologie chez Cloudera, HDFS, qu'on puisse dire à un client, si vous avez 1 million d'enregistrements, on va faire un sample de 10%. Ça va représenter un fichier de 100 000 enregistrements en mode random et pour qu'on puisse faire vos analyses de qualité de données. Juste pour vous avez dit random, on va en fait prendre un échantillon vraiment ciblé. Oui, alors aujourd'hui, on calcule sur la totalité côté Snowflake. Snowflake, ils ont des fonctionnalités SQL natives qui permettent de faire ce qu'on appelle un random, c'est-à-dire de sélectionner de manière très distribuée dans la table des valeurs. Moi, les analyses que j'ai fait avec un des clients, j'avais fait l'analyse avec 400 millions de lignes, 40 millions de lignes, 4 millions de lignes, et avec les fonctionnalités de random qui étaient côté Snowflake, et on voyait que les indicateurs de qualité, quasiment pas, parce qu'on était sur des échantillons suffisamment représentatifs. D'accord, ok. Derrière, ça avait un impact, par contre, c'est le coût de compute. C'est pas le même sur 400 millions d'enregistrements que sur 4 millions d'enregistrements. Donc ça aussi, c'est des éléments importants à prendre en compte quand on industrialise justement la partie qualité. Est-ce que tu as accès du coup aux questions sur le... Alors justement, je suis en train de regarder dans le chat en fait, ou est-ce que c'est dans la partie questions et réponses Demande dans le chat. Dans le chat, ok. Le chat, Bien. Donc ouais, je vais reprendre juste au début. Apparemment, il y a des petits problèmes de son. Alors, j'ai une question très technique sur la version de Postgre maximum en fonction de la version de Talend CD de Talend 8. On prend les questions, hein, je les ramènerai plus tard, mais ce n'était pas forcément l'objet du Parlons Data. Pour le nouveau connecteur PHTTP client, est-ce que les anciens composants seront dépréciés? Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce ne sera pas forcément le cas aussi plus tard. On a vraiment créé un nouveau composant pour les nouveaux usages. Continuez à utiliser vos composants existants. Si vous avez des nouveaux développements, il faut mieux l'utiliser sur le THTTP client. Rien n'est gravé dans le marbre, mais on sait que beaucoup de clients utilisent ces composants HTTP avec des gros usages. Donc, on va être très, très précautionneux si on doit les rendre un jour dépréciés. Ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Et justement, s'il devait être déprécié, est-ce qu'il y aura une migration automatique? Le product manager qui s'occupe de ça sait à quel point ce composant est crucial et central d'ailleurs dans certains projets. Donc, la règle là aujourd'hui, c'est bien de créer un nouveau composant sans toucher les existants. Donc ça là-dessus, rassurez-vous, on vous sera informé et de toute façon, si on doit faire quelque chose, notre R&D, elle le fera pour que ce soit le plus sans friction possible pour vous. Pour les composants API, savez-vous ce qui vous différencie des acteurs de niche de nos concurrents, que je ne vais pas citer? Peut-on faire le choix de Talend versus ces outils sur l'aspect gateway? Alors, comme vous le savez, nous, à Talend, on aime bien être compatible et très open. Donc, vous pouvez vous associer avec des outils d'API management. Vous faites des outils avec Talend qui sont dans le cloud ou qui sont des acteurs plus locaux. Pourquoi est-ce que vous pouvez le faire? Parce qu'un de nos composants qui s'appelle API Designer, qui permet de définir les contrats d'interface des API, génère les contrats d'interface à des formats qui sont open et qui sont standards et qui peuvent être facilement importés dans ces outils d'API management. Est-il prévu de rendre disponible la plateforme Data Inventory dans la version Enterprise On-Premise? Alors, il ne faut jamais dire jamais. Disons qu'on ne va pas le penser tout à fait de la même manière. Donc, ça veut dire que l'interface web, elle peut être managée par Talend et pilotée par Talend. Le problème n'est pas l'interface web que vous utilisez. Le problème, c'est les datas qui sont derrière cette interface web. Et c'est plutôt là-dessus qu'on réfléchit en fait pour nos clients qui sont on-premise, nos clients qui ont des problématiques de souveraineté des données. Comment est-ce qu'on peut rendre les choses plus simples pour eux? Donc là, il y a des choses qui sont en cours du côté de la roadmap. Je pense qu'on pourra en parler à un prochain Parlons Data, peut-être du courant du mois de juin ou peut-être courant du mois de septembre. Dans une perspective de move to cloud chez plusieurs clients,
Alors, est-ce qu'il est prévu en gros des moulinettes ou des moyens aussi de migrer dans le Move to Cloud? Je suis client Oracle On-Prem, je fais un Move to Cloud avec Talend et je souhaite en même temps passer d'Oracle à Snowflake. Est-ce qu'on a des choses qui sont prévues? Donc là, vous pouvez contacter nos équipes de Professional Services. Parce qu'en plus, je crois que la question est posée par quelqu'un qui nous l'avait déjà, je pense, posée par email. Nos équipes Professional Services sont capables de faire ce genre d'opération. C'est-à-dire que vous prenez votre job, vous les migrez vers Talend Cloud, premier point, et en même temps de cette migration qui était avec en source de l'Oracle vers de l'Oracle aussi, de se dire, tiens, en source, j'ai de l'Oracle, mais en cible, j'aimerais avoir du Snowflake. Ne pas être obligé de tout réécrire et de vraiment pouvoir avoir des choses qui, en termes d'opération, de moulinette, on va dire quelque part, puissent vous aider. Alors, nous avons Talend Data Services en 7.3.1 on-premises. Est-ce que c'est possible de migrer vers le studio Talend 8? Alors, oui, un point important, c'est pour ça qu'on accompagne nos clients du on-prem vers le cloud. Le Studio 8, il est disponible aussi dans sa version on-premises. On vous invite d'ailleurs, rien que déjà aussi pour avoir les dernières innovations sur votre Studio 8 on-premises, parce que si demain en plus vous voulez basculer vers le cloud de Talend, le cloud hybride, vous serez dans une version qui sera relativement ISO par rapport au cloud de Talend. Pour pas avoir ce double problème, non seulement je suis sur une version qui est de moins en moins supportée, voire qui n'est pas supportée, et en plus je veux faire une migration vers Talend Cloud, même si encore une fois le studio, ça reste une brique centrale. Elle a été pensée pour que notre studio soit le même pour nos clients qui sont 100% on-premise et nos clients qui sont en cloud et en cloud hybride. Pourquoi? Pour pas avoir de migration, on va dire, à faire d'outils. Ça veut dire ne pas refondre ses flux, ça veut dire ne pas refaire ses flux. J'ai un patrimoine de 1500 flux existants, je veux pouvoir en 2 mois, 3 mois avoir la même chose qui tourne sur Talend Cloud sans me poser de questions. Petite recette technique, une petite recette fonctionnelle bien évidemment, je ne veux pas repenser mes flux. Donc, il n'y a pas de changement, hein. Le studio de développement, c'est bien le même cœur logiciel, c'est bien la même façon de fonctionner, que ce soit pour les versions de prémisse, que ce soit pour les versions cloud. Qu'est-il prévu dans votre roadmap concernant la partie MDM? Alors, les dernières releases indiquant qu'il ne sera bientôt plus supporté. Effectivement, la version MDM de Talend ne sera bientôt plus supportée. Alors, quand même, il y a un élément important, hein. Quand on parle de MDM, ce qui ne sera plus supporté, en fait, c'est surtout l'interface de saisie, le portail en fait MDM qui permet de saisir les informations dans le MDM et qui permet de faire aussi que par la modélisation. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que dans un MDM, on a besoin de data quality rules, on a besoin de data quality d'une manière générale, on a besoin de console de dédoublonnage avec une stewardship, on a besoin de ces éléments-là. Donc, oui, la version MDM de Talend ne sera bientôt plus supportée. Par contre, il y a quasiment 75-80%, à mon sens, des fonctionnalités de Talend MDM qui sont en fait toujours présentes dans la plateforme cloud hybride de Talend, les connectiques, les flux de qualité de données, les reporting de qualité de données, les data quality rules, la console de stewardship. Donc il y a aussi des manières de penser autrement son MDM aujourd'hui, et n'hésitez pas à nous contacter, on a aussi des alternatives. Parfois nous n'en avons pas, et donc dans ces cas-là, il faut se diriger vers des pure players éventuels du master data management. Mais chez Talend, on pense que la gestion des données de référence, si vous avez fait l'acquisition de Salesforce, c'est pour gérer vos données maîtres clients dans Salesforce. Si vous avez fait l'acquisition d'un ERP pour gérer vos produits, si vous avez fait l'acquisition d'un ERP aussi pour gérer vos fiches fournisseurs, ou l'acquisition d'un PIM pour gérer vos produits, c'est dans ces outils-là que se fait la gestion de la donnée maître, avec des data quality rules, avec des règles de qualité, avec de la correction, avec la data stewardship. Ce dont vous avez besoin de plus en plus aujourd'hui, c'est un hub de consolidation. Et ça, on peut le faire avec Talend très simplement et avec aujourd'hui des solutions cloud assez simples, hein. On prenait un Snowflake, un BigQuery, un Redshift, rapidement consolidé et exposer par API ces données de référentiel assez simplement. On a dépassé de quelques minutes. Je propose de prendre une dernière question. D'accord. Je vais prendre une dernière question. Alors, est-ce que la data préparation... Oui, j'avais pas vu, il y avait encore un film. Alors, ouais, la dernière question que je vais prendre de rapide. Donc, si je comprends bien, Data Inventory est un service qui fonctionne uniquement dans Talend Cloud, alors que data préparation peut être installée dans l'infra client. Oui, c'est le cas. Et on pourra écrire en préparation un fichier sur un serveur distant. On n'aura pas besoin forcément de le déposer manuellement. Bon, en tout cas, je vous remercie
pour les questions. Il y en avait un certain nombre. Je vais juste remettre une dernière fois. Je vais dire juste un mot effectivement sur les prochains rendez-vous. Donc, on a ClickWorld qui sera du 17 au 20 avril donc à Las Vegas. Donc, on aura un stand de Talend et c'est l'occasion de rencontrer donc les équipes Click et Talend. On aura pas mal de démonstrations et de sessions workshop animées donc par nous. Et je vous invite à vous rapprocher de votre contact Talend pour vous inscrire du coup. Et le prochain Parlons Data, donc ce sera la date du 6 juillet.